En 1998, les experts du Conseil de l'Europe relevaient que la structure communale monégasque était fondamentalement conforme aux principes de la démocratie locale tels que définis au niveau européen. Une reconnaissance claire pour la plus vieille institution de Monaco, depuis toujours ancrée dans la vie quotidienne de la population monégasque. Mais que recouvre exactement cette institution? Quelles sont ses compétences? Et comment s'inscrit-elle dans l'organisation si particulière de l'État monégasque? Je m'appelle Julien Beltrandi, je suis délégué jeune de la Principauté de Monaco au sein du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Et dans ce podcast Mounégou On Air, je vous propose d'explorer les institutions monégasques à travers des entretiens avec celles et ceux qui les font vivre. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Georges Marsan, élu communal depuis 1991 et maire de Monaco depuis 2003. Mais c'est surtout et avant tout les jeunes que je voudrais être entendus et compris. Mon propos n'est pas de débiter des phrases vides de sens et de faire des vaines promesses pour le présent et l'avenir. Mais je voudrais surtout, en faisant un bilan aussi complet que possible de la situation de la principauté dans l'actualité, intéresser et associer la jeunesse monégasque aux destinées de leur pays. Nos jeunes compatriotes ne peuvent ni ne doivent rester insensibles à celle-ci et se tenir en dehors de la vie politique et économique de leur patrie. Donc merci Monsieur le maire d'avoir accepté de participer à ce podcast et peut-être pour commencer il serait intéressant de connaître donc l'évolution historique de l'autorité communale pour voir comment nous sommes arrivés à la mairie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Notre institution communale remonte à pratiquement 800 ans puisque à l'époque il y avait un seigneur et les habitants se regroupaient d'abord pour gérer leurs intérêts et ils devaient se défendre contre d'éventuels assaillants. Donc c'est vraiment la première manifestation de cette assemblée qui était appelée à l'époque Parlement. Il y a des moments historiques très importants. On parle de 1297, on l'oublie souvent, c'est le traité de Péronne qui a été signé en 1641 par le prince Honoré II et le roi Louis XIII, où la communauté de destin entre les deux pays est vraiment scellée. Mais c'est également la Constitution de 1911. Et là, véritablement, la commune est réformée, puisqu'à l'époque, il y avait 3 communes distinctes, avec trois quartiers, ce qu'on appelle aujourd'hui 3 districts. C'était Monaco-Ville, la Condamine, Monte-Carlo. Ça durait, donc il y avait un maire par quartier, qui était... le maire était nommé par le souverain, les personnes, il y avait des élus communaux. Ça a duré, ça a été suspendu en 1917 puisqu'il y avait la guerre. Et vraiment, en 1918, il y a eu le premier maire élu par la population. Et le maire, en fait, il est élu, le conseiller est élu par la population. Et comme aujourd'hui, c'était les conseillers communaux qui disaient le maire. Donc, après évolution, il y a eu une loi sur l'organisation communale en 1920 et ça a perduré jusqu'en 1962 où il y a une autre loi, une nouvelle constitution avec une refonte après en 1974, ce qu'on appelle la loi sur l'organisation communale qui a donné des prérogatives. Et là, l'autre étape, et qui perdure aujourd'hui, c'est la deuxième modification de la loi, c'est en 2006, qui a donné l'autorité administrative et l'autonomie budgétaire à la commune qui ne l'avait pas. Comment se sont articulées en fait les compétences entre donc, les princes de Monaco et de l'autre côté donc, l'autorité communale? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de compétences où chacun a réussi à... Comme je le disais, il y a eu une réforme en 1911. Il y a eu une parenthèse, évidemment, sur la souveraineté de Monaco pendant la Révolution française. Mais ce qui est comme au début, comme il y a 800 ans, au départ, il y avait un seigneur avec les représentants des familles. Ça se passait comme ça, comme au Moyen-Âge. Et après, ça a perduré. Et ils avaient le même type de pouvoir, puisque le maire ou le représentant des habitants était nommé par le prince. D'accord.
Et donc les princes de Monaco ont toujours été attentifs d'une manière générale aux revendications de la commune et de ses chefs de famille avant que ça se... C'est très important. Voilà. Il faut vous rappeler que lors des avènements, moi j'ai connu évidemment l'avènement du prince Albert, symboliquement, le maire, au nom des habitants, remet les clés de la ville au prince. Donc c'est un signe, alors c'est vrai, c'est un signe d'allégeance, mais c'est également, le prince en retour doit protéger ses habitants, Donc c'est quelque chose de très symbolique, mais qui veut bien dire comment fonctionne la commune et puis l'État monégasque. Effectivement, très intéressant de voir comment cette institution a perduré et s'est développée. Et donc, comment on connaît cette institution telle qu'on la connaît aujourd'hui, d'une manière générale. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu donc, clairement le fonctionnement actuel en fait, de l'autorité communale, de la mairie, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui représente la mairie de Monaco et quelles sont ses attributions, voilà, Oui, alors peut-être on va le faire en deux parties, c'est-à-dire les attributions du maire et après nous avons les attributions du conseil. D'accord. Sachant que le maire, aujourd'hui, comme en France, en Italie, est élu par son conseil. Les monégasques, puisqu'il n'y a que les monégasques qui votent, élisent, comme partout en Europe, élisent un conseil communal avec 15 membres. Et après, il y a les 15 membres qui élisent le maire. D'accord. Et qui lui donnent en fait beaucoup de pouvoir. Alors, et donc le maire, il a comme je vous le disais, beaucoup prérogatives, certaines qui ne sont pas connues. C'est-à-dire qu'il émet évidemment ses arrêtés municipaux. Hein. Alors, municipaux, ça peut être la circulation, ça peut être pour les postes à la mairie, ça peut être par exemple des locations. Mais surtout, il veille à l'exécution des lois et des règlements, parce qu'on a des lois et des règlements qui sont communs, et donc il est toujours sous contrôle du ministre d'État. C'est-à-dire que le maire, il veut qu'il soit dans la légalité, et le ministre d'État vérifie si le conseil communal et le maire qu'il exerce dans la légalité avant l'entrée en vigueur. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire il veille à l'application de ces lois et de ces règlements. La deuxième chose, et ça on l'oublie un peu, c'est que le maire a les pouvoirs de police municipale. Alors, le pouvoir municipal, c'est-à-dire c'est le maire qui fait tous les arrêtés municipaux pour les places affectées sur la voie publique et également pour les arrêtés de circulation. Donc il travaille avec le ministère de l'Intérieur, puisque là on est en coordination totale, mais c'est lui qui émet ces règlements de circulation, les interdictions, les comorbus, etc. Et puis bon, le maire, on le connaît, ou la mairie, on le connaît, c'est les fonctions d'état civil. Donc le maire est officier d'état civil, comme les adjoints. Donc le maire, donc lui, il signe, sauf qu'il délègue sa fonction, il signe tout l'état civil, les actes de naissance, les registres d'état civil, au niveau du cimetière, les permis d'inhumer, recevoir les monégasques qui veulent sur la loi, sur la nationalité monégasque. Et le maire peut déléguer certaines de ses fonctions. Par exemple, aujourd'hui, le maire délègue la signature des actes de naissance à son personnel, puisqu'il en a beaucoup. Alors, le maire aussi, et là c'est partout en Europe, il est également officier de police judiciaire, comme les adjoints. Alors, officier de police judiciaire, c'est-à-dire qu'il peut faire des enquêtes d'officier de police judiciaire, etc., des mandats d'arrêt, tout. Mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus appliqué. Après, il y a les avis sur les demandes de naturalisation. Ça, c'est une prérogative du maire. On doit donner un avis motivé. On a également, alors là, c'est plutôt le conseil communal qui doit donner un avis sur les autorisations de construire
sur la modification des règlements d'urbanisme. Donc, il est saisi par le ministre d'État et le maire doit donner son avis avec le conseil communal. Alors, on dit que c'est un avis consultatif légal, mais c'est un avis qui est assez fort parce que si la mairie refuse, le ministre d'État doit revenir vers vous avec des modifications, et ça s'est déjà passé. Et après, en dernier lieu, s'il refuse, le ministre d'État peut passer un arrêté ministériel qui est supérieur évidemment à l'arrêté municipal, mais il doit être motivé. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on parlait de la vision de la population par rapport à la mairie. La préoccupation entre guillemets esthétique sur les projets, c'est extrêmement important parce que la population regarde ça. Et bien que toute l'instruction des dossiers ne se passe pas comme en France dans la communauté d'agglomération, elle se passe au niveau des services de l'État. Après, il y a d'autres choses au niveau du conseil communal. Donc, le conseil communal il délibère, c'est-à-dire il doit donner un avis sur le budget et sur le compte administratif du maire, c'est-à-dire ça c'est a posteriori. Et il doit voter les tarifs. Il doit, on a parlé des projets d'urbanisme, prérogative de la mairie, très important, et c'est inscrit dans la loi, l'animation. Prérogative de la mairie, l'action sociale, avec la petite enfance et les seniors. Ça, c'est que la mairie, puisque l'État a également une action sociale, mais c'est la politique de santé de la ville. En revanche, tout ce qui est social, senior et petite enfance, c'est la mairie parce qu'il y a eu un transfert de compétences, on parlait de 2006. Ça, c'est la mairie, il a toutes les compétences là-dessus. On s'occupe, évidemment, ça c'est inscrit dans la loi de l'action culturelle, puisqu'on a, la mairie gère l'Académie de musique, une école supérieure d'Aplati, donc ce sont des établissements supérieurs, et bien entendu la médiathèque. Après il y a la dénomination des voies publiques, ça c'est également une prérogative du conseil, et puis l'affichage et la publicité, puisque nous avons le monopole, la mairie, de l'affichage. Et la mairie vote son budget librement, sans tutelle de l'État, donc du gouvernement. Exactement. C'est-à-dire, avant la loi de 2006, il y avait une tutelle, entre guillemets, parce que le mot est fort. On n'avait pas d'autonomie administrative, c'est-à-dire, par exemple, on voulait modifier l'organigramme, il fallait le demander à l'État. Et on n'avait pas d'autonomie budgétaire. Pourquoi ? Parce qu'on était en subvention, c'est-à-dire que l'État, il donnait une subvention et on devait discuter avec lui les montants de cette subvention et même l'opportunité de nos actions, bien qu'on se soit toujours bien entendu avec l'État sur ça. Depuis, on a une dotation, on a un budget qui fait pratiquement 95 millions d'euros et une dotation qui fait 64 millions d'euros, ça c'est pour 2025. Et donc aujourd'hui, depuis 2006, on a une autonomie administrative, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ministre d'État contrôle la légalité des actions du conseil communal et du maire, évidemment. Et donc on a une autonomie budgétaire, donc l'État donne une dotation, un petit peu comme en Italie, en France, on a une dotation, mais nous, elle est quand même de 64 millions, c'est-à-dire 70%. Et le reste, ce sont nos recettes propres. D'accord. Et la dotation est votée par le Parlement, le Conseil national ? Pas du tout, elle est votée, elle fait partie de la loi du budget de l'État, du Conseil national, donc proposée par le gouvernement et votée par le Conseil national. Donc là, merci donc pour cette présentation des attributions de la commune, de l'autorité communale. Donc, ce qui serait intéressant de voir désormais, c'est concrètement qui sont les agents chargés donc, de mener à bien en fait, toutes ces attributions qui sont dévolues à la commune par la Constitution et par la loi, qui donc, est chargé donc, de tous ces services. Donc, vous avez évoqué le maire évidemment.
ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir le conseil communal et même tous les agents de la commune. Mais d'un côté, vous avez donc le conseil communal avec le maire, etc., qui a toutes ses prérogatives de vote. Et après, il y a le fonctionnement de la mairie. Au fonctionnement de la mairie, vous avez 800, exactement, au 31 mai 2025, nous sommes 822, avec des agents et des fonctionnaires, parce que pour être fonctionnaire, il faut être monégasque, donc une bonne répartition, c'est-à-dire 150 fonctionnaires et 672 agents. Donc le maire et le conseil a ces attributions que je rappelais tout à l'heure. Et de l'autre côté, nous avons un secrétaire général qui est directeur des services, chef du personnel et qui fait appliquer, alors qui s'occupe du fonctionnement évidemment des services et du personnel, mais qui veille à faire appliquer les décisions du Conseil, c'est-à-dire les programmes politiques. Là, par exemple, vous savez, on a un projet qui va commencer en début 2025 de restructuration totale du marché de la condamine. C'est des éléments de programme. Et donc, avec les services concernés, on s'occupe de faire ce projet. Et donc, on a 21 services, donc secrétaire général, 21 services, avec des employés municipaux, sachant que le plus grand service, c'est le service social, avec la petite enfance et les seniors, c'est pratiquement un tiers du personnel de la mairie, donc c'est vraiment une priorité. Et les autres fonctionnent pour faire appliquer les décisions du conseil et pour appliquer cette fameuse politique de proximité. Donc il n'y a que la mairie de Monaco qui a cette politique de proximité, puisque encore une fois, l'État dans le social, c'est l'hôpital, c'est le fonctionnement, la politique de santé, mais tout ce qui est maintien à domicile des personnes âgées, ça c'est vraiment la compétence qui est inscrite dans la loi, qui est inscrite aujourd'hui dans la loi. D'accord. Et le conseil communal, lui, se compose concrètement de combien? Donc vous avez déjà rappelé les élus, mais... Alors le conseil communal, c'est après les élections, il y a 15 élus, il y a le maire, et puis au moment de l'élection, du début de mandat, le conseil communal vote, le maire et les adjoints, et le maire propose des délégations, puisqu'on a 21 services, au conseil communal. Donc il propose des délégations et à ce moment-là, le conseil communal vote ces délégations. D'accord. Et quand est-ce que se réunit le conseil communal? Il y a des sessions qui sont-elles publiques de manière générale? C'est ça. On peut en commission plénière, c'est-à-dire non publique. Alors c'est la grande différence par rapport à la France où tout est public. Les commissions plénières, généralement, on les fait tous les mardis, une fois par semaine. On peut faire un petit peu moins quand il n'y a pas de dossier. On peut faire un petit peu plus quand il y a des dossiers d'urbanisme qui sont présentés rapidement. Après, nous avons les séances publiques. Alors, c'est à la fin de chaque trimestre, c'est les 15 derniers jours du trimestre. D'accord. Et après, nous avons, alors là, à ce moment-là, le maire publie l'ordre du jour, sans demander au gouvernement. Et après, on a les sessions extraordinaires qui peuvent se passer n'importe quand. Généralement, c'est pour des projets d'urbanisme, parce qu'il y a un délai légal pour faire passer les projets d'urbanisme. À ce moment-là, c'est le ministre d'État qui me saisit et qui me demande de réunir le conseil communal. Après, le conseil communal, si vous avez un tiers des élus, c'est-à-dire 5, qui demandent au maire de faire une session extraordinaire sur un sujet, le maire est obligé de la demander au ministre d'État, qui peut, quelquefois, il peut ne pas accepter l'ordre du jour. Et donc ces sessions, vous avez évoqué des séances qui, contrairement à la France, par exemple, ne sont pas publiques. Des sessions, certaines fois, sont publiques ou d'une manière générale Alors on est obligé de faire des commissions plénières. Comme je vous ai dit, les 15 derniers jours du trimestre. Alors généralement, on fait passer des tarifs,
on fait passer quelquefois surtout des modifications d'organigramme, on peut faire passer, on en profite, des projets d'urbanisme, et donc tout le monde vote, et après on envoie la décision du conseil communal au ministre d'État, et puis qui doit valider la légalité. C'est-à-dire que si le conseil communal prend une décision qui n'est pas conforme aux lois et aux règlements, elle est annulée de plein droit. D'accord. Donc, merci pour ce point en ce qui concerne donc, le conseil communal et le fonctionnement concret de la mairie. Un autre point qui pourrait, je pense, éclaircir certaines interrogations chez les gens qui nous écoutent serait en rapport donc, avec la répartition concrètement des compétences. Vous aviez déjà rappelé donc, dans vos premiers propos que à l'époque, donc jusqu'à 1917, il y avait 3 communes, donc Monaco-Ville, Monte-Carlo et la Condamine, mais donc cette réforme avait été abandonnée du fait de la géographie de Monaco évidemment. Aujourd'hui, donc, la cité-État, donc le fait que l'État et la commune ont les mêmes frontières, agissent sur le même territoire, est consacré dans la Constitution en vertu de l'article 78. Exactement. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça soulève comme enjeu, en tout cas dans la vie quotidienne de la commune? Alors, c'est la spécificité géopolitique de la principauté, puisque, comme vous l'avez rappelé, c'est l'article 78 de la Constitution qui dit que le territoire de la principauté forme une seule commune. Après, il y en avait 3, après ça a été suspendu, il y a une nouvelle constitution, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de particulier à Monaco. La loi de 2006 équivaut, entre guillemets, à la loi de décentralisation qui s'est passée dans les années 80 en France en particulier. Nous, on a bien séparé les compétences de l'État et de la commune. Alors, c'est vrai que maintenant, on en a parlé tout à l'heure, la mairie, c'est l'action sociale, la culture, la petite enfance, l'animation. Bon, voilà, on a beaucoup de compétences. Mais, en fait, pourquoi on a fait ça? Parce qu'à l'époque, il y avait des chevauchements dans les démarches administratives des usagers. C'est-à-dire, je vous donne des exemples très simples, c'était les occupations de la voie publique, par exemple pour les terrasses des restaurants. S'il y avait une emprise au sol, c'est-à-dire s'il y avait un socle, c'était le gouvernement. Et si c'était sans emprise, c'était la mairie. Quand quelqu'un voulait s'installer à Monaco, il faisait un restaurant. Si c'était de la petite restauration, c'était la mairie. Si c'était un restaurant, c'était le gouvernement. Imaginez la complication administrative. Donc aujourd'hui, vraiment, le fait d'avoir eu cette loi, puisqu'aujourd'hui toutes les autorisations d'exercer sont données par l'État, maintenant, le parcours de l'usager est beaucoup plus simple. Et même à l'époque, il y avait des crèches de mairie, il y avait des crèches avec des établissements publics de l'État, avec un statut tout à fait particulier. Donc c'est le mérite de cette nouvelle loi, et c'est aussi quand on est rentré dans le Conseil de l'Europe, on a remis un petit peu, alors c'est pas tellement la démocratie locale, on a remis à l'œuvre le bon fonctionnement d'une cité-État. Donc c'est vrai qu'il y a eu des dysfonctionnements, moi je les ai vécus parce que je suis là depuis 1991, et qu'aujourd'hui ça marche très bien, il n'y a pas de dysfonctionnement, tout est fait dans la légalité. Je vous dis encore que j'ai pas eu de recours de légalité du ministre d'État, ni du procureur d'ailleurs, qui nous contrôle sur les actes d'état civil, et aujourd'hui ça marche très bien. Donc voilà, donc les compétences entre l'État et la commune, comme vous l'avez rappelé, sont vraiment bien partagées. Bien partagées, bien définies, et inscrites bien dans claires. le marbre. Voilà. Parce qu'avant c'était plutôt du droit coutumier. D'accord. Donc c'était donc par la pratique que ça s'était un peu séparé, mais maintenant heureusement avec la loi donc de 2006,
tout va mieux et en tout cas tout est partagé de manière formelle. Et vous avez d'ailleurs évoqué donc, l'adhésion de Monaco donc, au Conseil de l'Europe en 2004. Quels sont les impacts concrets qu'a eu donc, cette adhésion pour Monaco et pour l'autorité communale donc, dans la vie des élus et dans donc, voilà, les regards entre guillemets extérieurs qu'il y aurait sur la commune? Alors pour nous, ça a été très important. Pour la commune, bon, bien que la mission du Conseil de l'Europe, sans parler des organes constitutifs, c'est vraiment de promouvoir la démocratie locale, mais quand on est devenu membre, on a dû modifier. La Constitution avait été déjà modifiée au préalable. Après, on a pris cette fameuse loi en 2006, mais tout allait en même temps. Et puis, on a dû signer, il y avait des chartes obligatoires et d'autres qui étaient facultatives. Et donc, nous concernant, l'État monégasque a signé la charte européenne de l'autonomie locale qui a été ratifiée en 2013. On a signé également la charte sociale transfrontalière. Alors, la charte sociale transfrontalière, c'est pouvoir communiquer avec les communes limitrophes ou même au-delà. Après, d'autres chartes n'ont pas été signées par l'État monégasque, mais tout ce qui concerne l'autonomie locale, pourquoi on a pu signer l'autonomie locale? Tout simplement parce qu'on a passé la loi en 2006. On a changé la Constitution, on a passé cette loi, et donc on rentrait parfaitement dans les standards européens. Donc pour nous c'est important. Bon, vous savez que alors on a eu, vous savez, des visites. Il y a un comité de suivi justement sur la démocratie locale du Conseil de l'Europe. Et donc on a eu un comité de suivi en 2018 et la Commission a démontré qu'il existe à Monaco un niveau satisfaisant d'autonomie locale. On a donc, vous savez qu'il y a 2 chambres au niveau du Conseil de l'Europe. Il y a les pouvoirs locaux et les pouvoirs régionaux du Conseil de l'Europe. D'accord, donc vous parlez du congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Ça, c'est l'organe exécutif. Où il y a les exécutifs, où il y a des membres élus du Conseil communal, dont nous, on a 2 postes, avec 2 suppléants, mais 2 postes, une aux pouvoirs locaux et une aux pouvoirs régionaux. Alors c'est vrai que les pouvoirs locaux, c'est plus important pour nous, qui analysent cette démocratie locale. Après, les pouvoirs régionaux, c'est pour l'autonomie régionale. Donc on a quand même un poste, c'est toujours intéressant de discuter avec nos homologues, mais c'est vrai que nous, on est beaucoup plus concernés par cette chambre, par la première chambre des pouvoirs locaux. D'accord, et donc les élus donc, du conseil communal, d'ailleurs peut-être qu'il serait intéressant de rappeler comment ils sont sélectionnés par la mairie. Ils sont votés. D'accord, ils sont votés en conseil. Parce que nous, on ne veut pas être inscrit sur le papier, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Le Conseil de l'Europe envoie entre guillemets, des émissaires pour contrôler nos élections, puisque c'est la mairie qui fait les élections, qui organise les élections. Ils envoient des émissaires, alors quelquefois il y a des élections, ils ne viennent pas. Mais ils sont des observateurs, ils nous donnent quand même des prérogatives pour que la démocratie, la transparence soient respectées. Et nous, ils nous demandent d'envoyer des élus, justement, pour observer des élections dans d'autres endroits. Alors moi je me souviens qu'en 2006, je crois, on est allé observer, ou 2007, les élections en Albanie, donc on a envoyé quelqu'un, voilà. Et ça, bon, ça fait partie. Et après, il y a les sujets qui nous intéressent avec les petits États sur le fonctionnement, parce que le Conseil de l'Europe est quand même contrôle véritablement cette démocratie locale et cette autonomie locale. Et donc, quelquefois, il y a des commissions, ils peuvent dire à Monaco, ou ils peuvent dire ça va pas, bon, nous ça va apparemment depuis 2018, mais un élu, un représentant de la commune, peut faire des revendications au niveau du
Conseil de l'Europe. Et à ce moment-là, ils auront des émissaires à Monaco. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire, pour tous ces éclaircissements qui, je pense, vont intéresser beaucoup de personnes, en tout cas, et en tout cas seront très utiles. Et je vous remercie d'avoir inauguré donc, le premier épisode de ce podcast, donc, qui s'inscrit évidemment dans le cadre du congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, donc soutenu par la mairie de Monaco, évidemment, comme vous l'avez rappelé. Et donc, merci beaucoup, monsieur le maire. C'est un plaisir. Merci à vous.